Ferme les yeux un instant. Imagine un bébé en maillot dans une couverture fine, ses petits doigts serrés sur du vide. Autour de lui, des bruits inconnus, des odeurs étrangères. Sa respiration est saccadée. Il pleure, mais personne ne vient. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de milliers d'enfants adoptés. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est parce que l'adoption, c'est pas juste une belle histoire avec une fin heureuse. C'est une aventure humaine, une quête identitaire, un combat intérieur et parfois un combat intérieur. Et pour commencer cette série, j'ai une question à te poser. Naît-on une deuxième fois quand on est adopté? Ça paraît simple comme ça, mais quand on gratte un peu, c'est vertigineux. On dit souvent qu'un enfant adopté a une seconde chance, une nouvelle famille, une nouvelle vie. Mais derrière cette belle image, il y a un autre aspect plus silencieux. L'arrachement, la rupture, l'histoire d'avant. Parce que pour être adopté, il faut d'abord avoir été abandonné. Et ça change tout. Tends l'oreille. Écoute ce battement de cœur. Celui d'une mère qui porte son enfant. Pendant 9 mois, une connexion invisible se tisse. Sa voix, son odeur, son souffle. C'est le premier repère, la première maison. Et puis, coupure nette, silence, vide, absence. Un bébé adopté ne peut pas raconter ce qu'il ressent. Mais son corps, lui, se souvient de tout. Des études montrent que les nouveau-nés séparés de leur mère biologique présentent un niveau de stress plus élevé que les autres. Ils pleurent plus longtemps, dorment moins bien. Certains s'éteignent un petit peu, comme s'ils comprenaient qu'il manque quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Ce trauma, il ne disparaît pas avec le temps. Il se transforme. Un besoin intense de reconnaissance, une peur viscérale de l'abandon, qui crée des angoisses dans les relations, ou encore une sensation de vide, d'être différent, sans trop savoir pourquoi. Et pourtant, aux yeux du monde, tout semble parfait. L'enfant adopté à une famille, il est entouré, aimé. Mais en lui, cette première rupture continue de résonner. Puis un jour, une porte s'ouvre. Des bras chaleureux s'approchent. Une voix douce murmure. « Bienvenue chez toi ». C'est ce qu'on appelle la seconde naissance. L'enfant reçoit un prénom, une maison, une place dans une famille. On parle de nouveau départ. Mais peut-on vraiment renaître quand on porte déjà une histoire? Parce que derrière cette idée de seconde naissance, il y a un sous-entendu lourd. Et si on faisait comme si la première naissance n'avait pas existé? Certaines personnes adoptées accueillent ces secondes chances à bras ouverts. Elles se sentent renaître. D'autres, en revanche, ont une impression de dissociation. Comme si on attendait d'elles qu'elles oublient leur passé, qu'elles effacent leur première vie. On leur dit parfois « Tu as de la chance d'avoir une famille aimante. Ne cherche pas trop à savoir d'où tu viens. Tu es ici maintenant. » Mais l'identité ne se construit pas en effaçant une partie de soi. Regarde une balance. D'un côté, le passé, de l'autre, le présent. L'enfant adopté passe sa vie à essayer de trouver l'équilibre entre ces deux mondes. D'un côté, ce qu'on lui donne, un nouveau nom, une famille, une culture, un pays parfois. De l'autre, ce qu'il a perdu, ses origines, ses racines, des réponses qu'il ne trouvera peut-être jamais. Et cette question qui ne disparaît jamais. Si on m'a donné une nouvelle vie, c'est que la première n'était pas suffisante. Cette pensée peut peser, hanter, ou au contraire, devenir un moteur. Et voici ce que j'aimerais dire à chaque personne adoptée qui écoute ces podcasts. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu es le mélange de ton passé et de ton présent. Tu es une personne à part entière, avec une histoire unique. Ton identité ne dépend pas uniquement de ton adoption. Et toi, quel est ton regard sur l'abandon? J'aimerais te poser une question. Quand tu entends le mot abandon, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Une tragédie? Un nouveau départ? Un acte d'amour? Un acte de rejet? On a souvent une vision très tranchée sur l'abandon. Mais rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'adoption, c'est une histoire de perte et de renaissance, de questions et de réponses incomplètes. Et ensemble, dans ce podcast, on va explorer ces nuances. On se retrouve dès demain pour parler de la question de qui je suis et de l'identité. Imagine un miroir éclaté en plusieurs fragments. Certaines pièces reflètent ton visage avec clarté. D'autres sont brisées, absentes, remplacées par des morceaux qui ne semblent pas t'appartenir. Et pourtant, c'est ce miroir que tu utilises pour te voir, pour te comprendre. C'est ça l'identité d'une personne adoptée. Un puzzle dont il manque des pièces. Un miroir dont le reflet semble incomplet. Tout le monde à un moment donné se pose cette question. Qui je suis? Mais quand on est adopté, cette quête d'identité prend une autre dimension. D'où vient mon sang? Qui étaient mes parents biologiques? À quoi ressemblaient-ils?
Est-ce que j'ai des frères et sœurs quelque part dans le monde? Certaines personnes adoptées n'éprouvent pas ce besoin. Leur famille, c'est celle qui les a élevées. D'autres semblent un vide insoutenable, une absence qui hante leur construction. Parce que l'identité, ce n'est pas juste un prénom ou un nom de famille. C'est une histoire qui se raconte en nous-mêmes. Et quand cette histoire a un chapitre manquant, on peut ressentir un vide. Les questions qui hantent les personnes adoptées, c'est d'où je viens. C'est qu'une question qui n'a pas d'âge. Enfant, on remarque qu'on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes traits que nos parents adoptifs. Adolescent, on ressent ce malaise diffus, ce sentiment d'étrangeté, sans pouvoir l'expliquer. Adulte, on cherche des réponses, des morceaux de notre passé pour avancer. Et puis, il y a cette autre question, plus douloureuse encore. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi a-t-on fait ce choix de me laisser? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cette question est terrible, parce qu'elle ouvre la porte à l'incompréhension, à la culpabilité. On cherche un sens, une explication rationnelle. Mais parfois, il n'y en a pas. Et puis, il y a les autres. Les phrases toutes faites, celles qu'on entend toute notre vie. Tu as de la chance. Tu devrais être reconnaissant. Bien sûr, être adopté, c'est avoir un foyer, une famille, un avenir différent. Mais cette phrase sous-entend aussi n'est pas d'autre émotion que la gratitude. Comme si le fait d'être adopté devait annuler la douleur de l'abandon. Et puis, il y a d'autres phrases, celles qu'on entend encore et encore. Tu viens d'où? À l'école, à l'université, au travail, dans la rue. Toujours cette même question. Parfois, on ne sait même pas quoi répondre. Parfois, on ne veut pas répondre. Mais les gens insistent. Oui, mais vraiment, tu viens d'où? Comme si, quoi qu'on dise, on ne serait jamais totalement d'ici. J'aimerais te raconter une histoire. Un soir, lors d'un dîner avec des collègues, l'un d'eux me regarde et me pose la question. Mais toi, tu viens d'où? Je prends une inspiration et je lui explique. J'ai été adoptée, j'ai grandi en France, ma famille est ici. Il me fixe, sceptique. Et il me dit cette phrase. Ah, mais quand même, tu dois bien vouloir retrouver tes vrais parents, non? Mes vrais parents? Comme si mes parents adoptifs n'étaient pas mes vrais. Comme si mon identité était incomplète tant que je n'avais pas retrouvé mes parents biologiques. Mais qui décide de ce qui est vrai? Qui décide de qui je suis? Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Mon identité ne dépend pas de mon passé biologique. Mon identité, c'est aussi ce que j'ai construit, ce que je ressens, ce que je choisis d'être. L'identité, c'est bien plus qu'un ADN. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est cette phrase. On peut savoir qui on est sans forcément connaître ses origines biologiques. L'identité, ce n'est pas seulement un ADN. Ce n'est pas juste une histoire qu'on nous a cachée ou des réponses qu'on attend encore. L'identité, c'est aussi ce qu'on décide d'en faire. C'est le mélange de notre passé, de notre présent et de ce qu'on veut construire pour l'avenir. C'est ce qu'on choisit d'être, au-delà des regards extérieurs. Si toi aussi tu ressens ce vide, ces questionnements, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à chercher notre place, à essayer d'assembler ce puzzle fragmenté. Dans le prochain épisode, on abordera une question clé. Est-ce que l'amour suffit? Ferme les yeux un instant. Imagine un enfant. Il vient d'arriver dans sa nouvelle maison. Les bras se tendent vers lui. Les voix sont douces, les sourires bienveillants. Mais lui, il reste figé. Son regard est fuyant. Il ne tend pas les bras en retour. Il devrait être heureux, non? Il est aimé, attendu, chéri. Alors pourquoi refuse-t-il cet amour qu'on lui donne? Parce que l'amour seul ne suffit pas. On l'entend souvent, tout ira bien avec de l'amour. Avec de l'amour, tout ira bien. L'important, c'est d'être entouré et aimé. Un enfant adopté a juste besoin d'amour pour aller bien. C'est une idée réconfortante, mais elle est fausse. L'amour est essentiel, mais il ne guérit pas tout. L'enfant adopté ne part pas d'une page blanche. Il arrive avec une histoire, une blessure invisible que l'amour seul ne peut pas effacer. Imagine un oiseau avec une aile cassée. Tu lui donnes un nid douillet, tu lui offres de la nourriture, tu lui parles doucement. Mais si son aile est brisée et que personne ne la soigne, il ne volera jamais. Un enfant adopté, c'est pareil. L'amour est une base, mais sans compréhension, sans patience, sans sécurité intérieure, il ne pourra pas s'attacher pleinement. Et c'est là qu'intervient l'attachement. L'attachement, c'est ce lien profond et instinctif qu'un enfant crée avec une figure parentale. Il se construit dès les premiers mois de la vie. Mais quand ce lien est brisé trop tôt, il laisse des traces. Il existe
4 styles d'attachement. L'attachement sécure. L'enfant sait qu'il peut compter sur ses parents. Il se sent en sécurité, il développe une bonne estime de lui et de ses relations sociales. L'attachement sécure, c'est l'enfant, à chaque fois qu'il a pleuré, ses parents, ses caregivers, c'est-à-dire ceux qui ont pris soin de lui, ont répondu à ses besoins. Qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant? Ça signifie que ses besoins et ses émotions sont valables, il peut les montrer et donc il peut les exprimer et les partager. Parce que derrière, dès qu'il les montre, dès qu'il les ressent, quelqu'un répond. Qu'est-ce que ça lui offre? Ça lui offre cette possibilité d'aller explorer le monde. Pourquoi? Parce qu'en tant que petit enfant, j'ai la conviction qu'à chaque fois que je vais me retrouver en détresse ou en stress, mon caregiver va être là pour pouvoir me réconforter. Donc, je peux aller explorer le monde, je peux aller découvrir le monde. Et en cas de problème, en cas de détresse, je reviens chercher la sécurité affective et émotionnelle auprès de mes parents. L'attachement évitant. L'enfant insécure évitant va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger. C'est un mécanisme de défense qui lui permet de faire face durant l'enfance, voire de survivre dans un contexte où les émotions n'ont pas leur place. La majorité des évitants a grandi avec des parents peu présents physiquement ou psychiquement ou plutôt rejetants. Lorsque l'enfant recherchait leur proximité dans des moments de stress, il ne recevait pas le réconfort, voire même il était jugé ou rejeté. À force d'expériences répétées de ce type, il intègre l'idée que ses émotions ne sont ni valables ni montrables et qu'il vaut mieux finalement se débrouiller tout seul pour contrôler sa détresse intérieure. L'enfant évitant développe ainsi une habitude à désactiver son système d'attachement, c'est-à-dire à minimiser ses émotions et ses besoins relationnels. Ce faisant, il reproduit le mode évitant que l'on retrouve souvent chez ces figures d'attachement qui ont elles-mêmes vécu la même chose. Les conséquences, c'est une forte anxiété, une froideur, une distance. C'est-à-dire que ça va être des personnes que vous allez retrouver qui vont peut-être se sentir détachées d'eux-mêmes et des autres. Une estime de soi basse et un manque d'assurance et d'amour de soi. L'attachement anxieux ambivalent. La personne avec un attachement anxieux a un grand besoin de proximité pour être rassurée et réconfortée. Elle a besoin de sentir le soutien physique et psychique de quelqu'un auprès d'elle pour diminuer son anxiété. En effet, elle n'a pas fait l'expérience, étant enfant, de se sentir les parents présents pour elle de façon permanente et stable. Et donc, à l'âge adulte, toute distanciation avec ce qui compte est vécue comme difficile, voire impossible dans certains cas. L'anxieux n'a pas vécu suffisamment d'expériences sécurisantes avec ses parents dans lesquelles il a pu sentir qu'ils étaient là pour lui, quoi qu'il arrive. Qu'ils protégeaient et veillaient sur lui de manière constante, en le prenant en compte de manière adaptée. Et surtout en prenant en compte ses besoins de manière adaptée. Souvent, ces caregivers ont eux-mêmes eu un attachement ambivalent. Face à des caregivers peu cohérents, plutôt instables, vite débordés par leurs émotions et parfois trop protecteurs, ils ont tendance à leur transmettre la peur du monde extérieur et de l'avenir. Donc l'enfant va opter inconsciemment pour une stratégie d'hyperactivation de son système d'attachement, à maximiser ses comportements d'attachement afin d'alerter ses figures d'attachement pour recevoir de l'attention. Comme autre conséquence, on peut retrouver de la dépendance affective, de la jalousie, de la possessivité, de la recherche d'exclusivité. C'est des traits qui sont très présents, voire encore plus présents en cas de stress. Mais on peut retrouver aussi beaucoup de comportements de dépendance en général, à l'alcool, au tabac, au sexe, aux jeux vidéo, à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vu que j'ai besoin de la protection de quelqu'un pour pouvoir déstresser, pour pouvoir m'apaiser, quand je grandis et que je me sépare de mes caregivers, à un moment donné, je vais quand même avoir besoin de cette protection. Je vais avoir besoin de cette dépendance. Si c'est plus à quelqu'un, ça peut être à un produit. Et enfin, l'attachement désorganisé. L'attachement insécure désorganisé est observé chez les individus ayant rencontré des perturbations ou des traumatismes dans leur relation précoce avec leur figure d'attachement. Ça va résulter en général d'abandon, de maltraitance, de négligence ou d'autres formes d'interaction perturbantes. En gros, les désorganisés cumulent des comportements de l'anxieux évitant et de l'anxieux ambivalent. Donc l'enfant insécure désorganisé, il va présenter des signaux contradictoires dans ses comportements. Il peut rechercher la proximité tout en montrant des signes d'évitement ou de résistance. L'ambivalence est centrale dans ces relations, entraînée par la confusion entre le besoin de se rapprocher pour obtenir du réconfort et la peur ou la méfiance vis-à-vis de la figure d'attachement. L'impact sur le système d'exploration est notoire. L'enfant peut avoir du mal à explorer son environnement de manière autonome, étant donné l'insécurité qu'il ressent. La capacité à mentaliser peut également être altérée, menant à des interprétations erronées ou fragmentées des situations ou des relations. Ça fait régner le chaos dans la vie des personnes dont les émotions sont imprévisibles, parfois excessives et dévastatrices, de la rage, du désespoir, de la honte, de la culpabilité toxique. Et parfois, elles peuvent paraître absentes. La personne peut paraître déconnectée de la réalité et peut évoquer un vide
qui va désarçonner tous les autres. Par contre, lorsque le stress n'est pas trop élevé, la personne reste relativement stable, organisée psychiquement, soit sur un mode évitant, soit sur un mode ambivalent. Alors bien sûr, vous allez me dire, ces moments de désorganisation peuvent venir chez n'importe qui, y compris chez des personnes sécures. Et c'est tout à fait vrai. Seulement, pour les personnes avec un attachement désorganisé, cette fenêtre de tolérance est réduite. Plus encore chez les anxieux et les évitants. Ça signifie que leur capacité de flexibilité, d'adaptabilité est beaucoup plus faible. En conclusion, le désorganisé, il vit un paradoxe entre besoin et rejet des liens. Il a une image de lui instable et négative. Il peut soit se mettre dans des crises et des colères, c'est-à-dire une hyperactivation anxieuse, soit dans un mode mutisme et isolement, c'est-à-dire une désactivation évitante. Beaucoup d'enfants qui ont été adoptés développent un attachement anxieux ou évitant en fonction de leur vécu. Et c'est pour cela que parfois un enfant adopté peut refuser l'amour qu'on lui donne. C'est un paradoxe cruel. Un enfant adopté désire être aimé, mais il en a peur. Que l'amour, c'est un risque. Quand on a connu l'abandon, on sait que les liens peuvent être brisés. Alors inconsciemment, l'enfant peut se dire « Si je ne m'attache pas, je ne souffrirai pas si on m'abandonne à nouveau. » Un enfant qui repousse l'amour peut être un enfant qui teste ses parents. Est-ce que tu vas rester, même si je te rejette? Est-ce que tu vas m'aimer, même si je suis dur avec toi? C'est une manière inconsciente de se protéger, de vérifier si l'amour est stable. Et pour les parents qui adoptent, c'est difficile. Ils donnent tout leur amour, mais ça ne semble jamais assez. Ce n'est pas une question d'amour en vrai. C'est une question de sécurité intérieure. L'enfant a besoin de comprendre au plus profond de lui que cet amour est solide et inconditionnel. Alors comment on fait pour construire une relation solide malgré les blessures? Comment créer un lien stable quand il y a des blessures invisibles? Être patient. Première chose, l'attachement prend du temps. Un enfant adopté ne va pas s'attacher immédiatement. Il doit d'abord apprivoiser l'amour qu'on lui donne. Ensuite, ne pas prendre les réactions de l'enfant comme un rejet personnel. Si un enfant repousse l'amour, ce n'est pas contre ses parents qui l'ont adopté. C'est une peur inconsciente, un mécanisme de protection. Ensuite, rassurer sans étouffer. Un enfant avec un attachement anxieux a un besoin d'être rassuré. Mais trop d'amour fusionnel peut renforcer son insécurité. Ensuite, mettez des mots sur les émotions. Parlez d'adoption, d'attachement. Expliquez à l'enfant pourquoi il ressent ses peurs. Ça va l'aider à se comprendre lui-même. Ensuite, accepter que l'amour, parfois, ne suffit pas. Et c'est peut-être le plus important. Aimer un enfant qui a été adopté et abandonné, ce n'est pas juste lui donner de l'affection. C'est l'accompagner dans ses blessures. C'est accepter qu'il ait besoin de temps, d'espace et d'un cadre sécurisant. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, aimer un enfant adopté, ce n'est pas le sauver. C'est lui offrir un espace où il peut être lui-même avec ses forces et ses failles. L'amour est essentiel, mais ce qui guérit vraiment, c'est la patience, la stabilité et l'acceptation. Alors dans le prochain épisode, on parlera d'un autre sujet complexe, le syndrome de l'imposteur en adoption. Imagine-toi dans un grand repas de famille. Les rires fusent, les anecdotes s'enchaînent, les souvenirs se croisent. Et toi, tu es là, présent, mais en décalage. Tu les écoutes parler d'histoires d'enfance que tu n'as pas vécues. Tu observes des ressemblances dans leurs visages, leurs gestes, leurs expressions. Et puis il y a toi. Toi qui ne le ressemble pas. Toi qui ressens cette impression d'être un peu invité dans une maison qui est pourtant la tienne. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment puissant, mais souvent caché. Le syndrome de l'imposteur en adoption. Cette sensation étrange de ne pas être complètement à sa place, d'avoir l'impression de jouer un rôle, de devoir prouver qu'on mérite d'être là. Ce n'est pas qu'une impression. C'est une réalité pour beaucoup de personnes adoptées. Pourquoi ce sentiment existe-t-il? D'où vient-il? Et surtout, comment s'en libérer? Grandir dans une famille adoptive, c'est grandir dans une famille qu'on n'a pas naturellement. Il y a l'amour, le lien, l'attachement, mais parfois il y a aussi ce décalage subtil. Est-ce que je fais vraiment partie de cette famille? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce qu'ils me voient comme leur enfant à 100%? Et même quand les parents adoptifs font tout pour nous inclure, ce doute peut rester. Des petits détails qui prennent du poids avec le temps. Regarder une photo de famille et se demander « Je suis qui moi là-dedans ?» Ne pas partager les mêmes traits physiques que les autres membres de la famille. Avoir des sensibilités culturelles différentes. Sentir comme un spectateur dans des moments de grande complicité. Quand on a adopté, on peut avoir cette impression que la vraie histoire de la famille a commencé avant nous. Et ça,
ça fait mal. Parce qu'au fond, on voudrait juste appartenir totalement. Et ce sentiment d'imposture, il ne vient pas de nulle part. Il est souvent renforcé par une pression invisible, celle d'être un enfant parfait. Mes parents ont fait tellement d'efforts pour m'adopter, je ne peux pas les décevoir. Je dois leur prouver qu'ils ont eu raison de m'accueillir. Je ne dois pas poser trop de questions sur mes origines, sinon ça pourrait les blesser. Cette pression, on ne nous l'impose pas toujours, mais on peut la ressentir. Et parfois, on peut se suradapter. Essayer d'être exactement ce qu'on attend de nous. Mais le problème avec cette suradaptation, c'est qu'on peut finir par se perdre. On joue un rôle, on porte un masque, et au final, on s'éloigne de nous-mêmes. Et si ce sentiment d'imposture ne venait pas seulement du présent, mais aussi du passé? L'adoption commence toujours par une séparation. Même si cette séparation a lieu quand on est bébé, notre corps, notre cerveau, notre mémoire émotionnelle s'en souviennent. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle la loyauté invisible. Ça signifie qu'inconsciemment, on peut ressentir une fidélité envers nos parents biologiques, même si on ne les connaît pas. Si je m'intègre trop dans ma famille, est-ce que je trahis mes origines? Si je me sens trop bien, est-ce que ça veut dire que j'efface ceux qui m'ont donné la vie? C'est inconscient, bien sûr. Mais ça joue sur la manière dont on se sent dans notre famille qui nous a adoptés. Et parfois, cette culpabilité invisible nourrit ce sentiment d'imposture. Alors comment se libérer de cette sensation d'illégitimité? Comment faire pour se sentir pleinement légitime dans notre propre histoire? D'abord, accepter que notre identité est plurielle. On n'a pas à choisir entre nos parents adoptifs et nos origines. On peut être les deux. Arrêter de vouloir être parfait. Nos parents nous ont adoptés pour nous aimer tel que l'on est, pas pour qu'on corresponde à un modèle idéalisé. Se reconnecter à soi-même. Qui suis-je au-delà de mon adoption? Quels sont mes goûts, mes valeurs, mes envies? Mettre des mots sur ce que je ressens. Dire ce que je ressens parfois en décalage, c'est déjà une façon de se libérer. Et se rappeler que notre place ne se mérite pas, elle existe déjà. On n'a pas besoin de prouver qu'on appartient à notre famille adoptive. On en fait partie, point. On peut appartenir à plusieurs mondes à la fois. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, on n'a pas besoin de choisir un camp pour exister. Être adopté, c'est appartenir à plusieurs histoires. C'est une richesse. Alors dans le prochain épisode, on abordera un sujet clé. La quête des origines, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité? Imagine une lettre, un nom, un visage inconnu. C'est ce que tu as toujours cherché. C'est ce qui te manque depuis toujours. Mais au moment où tu poses enfin les yeux sur ces réponses tant attendues, une nouvelle question surgit. Et si ce n'était pas ce que j'espérais? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, qui soulève des espoirs autant que des peurs. Faut-il vraiment retrouver ses parents biologiques? Pour certains, c'est un besoin viscéral. Pour d'autres, ce n'est pas une priorité. Mais au-delà de l'envie, il y a les attentes, les illusions, les craintes et parfois les désillusions. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tant de personnes adoptées ressentent le besoin de retrouver leurs origines. Les attentes irréalistes et les peurs qui accompagnent cette quête. Ce qui se passe réellement lorsqu'on retrouve ses parents biologiques. Et surtout, comment se réconcilier avec son histoire, qu'on ait ou non des réponses. C'est un épisode intense, alors accroche-toi, on y va. Quand on grandit avec une partie de son histoire manquante, il est normal de vouloir combler ce vide. L'identité ne se construit pas dans le vide, elle se nourrit de nos racines, de notre héritage, de ceux qui nous ont précédés. Mais quand ces morceaux nous échappent, les questions commencent à nous hanter. Qui m'a mis au monde? Pourquoi a-t-on pris la décision de me laisser partir? À qui je ressemble? Quelles sont mes origines culturelles, mon héritage biologique? Ce besoin ne touche pas seulement notre passé. Il touche notre présent, notre construction personnelle. Certaines personnes adoptées ressentent un manque diffus, une impression d'être incomplète, sans savoir pourquoi. Et la quête des origines devient alors une manière de se reconstruire. Mais est-ce que cette quête amène toujours des réponses espérées? Quand on parle de retrouver ses parents biologiques, on pense souvent à une scène de film. Des retrouvailles pleines d'émotions. Un regard échangé qui dit tout. Une étreinte qui répare le passé. Mais est-ce toujours ainsi? Parfois, les parents biologiques ne veulent pas être retrouvés. Ils ont refait leur vie. Ils ont mis cette histoire derrière eux. Ou ils ont honte. Parfois, ils ne sont plus en vie. Et à ce moment-là, les réponses s'éteignent avec eux, laissant encore plus de questions ouvertes. Parfois, la rencontre est décevante. On s'attend à une connexion immédiate. Mais la réalité est différente. On ne se reconnaît pas. On n'a pas les mêmes valeurs. On se sent étranger. Cette quête peut être une source de guérison. Mais elle peut aussi rouvrir des blessures profondes. Je vais te partager quelque chose de personnel. Pendant longtemps, j'ai idéalisé cette quête. Je pensais que retrouver mes parents biologiques allait tout changer. Que si je savais qui ils étaient,
Si je connaissais enfin leur visage, j'allais me sentir complète. J'allais pouvoir répondre à cette question qui me hantait depuis longtemps. Pourquoi moi? Pourquoi ont-ils pris cette décision? Pourquoi ils m'ont laissé partir? Et puis un jour, j'ai compris quelque chose de puissant. Mon identité ne dépend pas seulement de mon passé. Savoir d'où l'on vient, c'est important. Mais l'identité, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans mon ADN. C'est ce que j'ai construit, ce que j'ai choisi d'être. J'ai compris que je pouvais exister pleinement, même sans toutes les réponses. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas tant la destination, mais le chemin parcouru. Pour l'instant, je n'ai encore aucune réponse sur mes origines. Mais je me sens complète. Comment j'ai fait ça? En faisant un travail extrêmement profond sur moi, en allant traiter toutes les blessures que j'ai eues de l'enfance. La blessure de l'abandon, la blessure du rejet. J'ai été travailler les multiples traumatismes que j'ai pu vivre. Je ne m'en souvenais pourtant pas. Mon corps s'en souvenait. Mon corps se souvenait de toutes ces émotions vécues. Alors, j'ai été en thérapie et je suis allée traiter ça. Et ça a bouleversé, ça a changé ma vie, littéralement. Parce que quand on décide de partir à la recherche de ses origines, il faut être prêt à tout. Il peut y avoir plein de scénarios. La rencontre magique, ce que tout le monde espère. Des retrouvailles pleines d'émotions. Un lien qui se crée tout de suite. Un sentiment de complétude. Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive. La rencontre compliquée. On retrouve ses parents biologiques, mais il y a un malaise, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment se réapprivoiser. Le rejet. Certains parents biologiques refusent la rencontre. Et ça, c'est une douleur immense, un autre abandon. Parce qu'on se sent rejeté à nouveau. Le silence. On cherche, mais on ne trouve rien, aucune trace, aucune information. Et on doit apprendre à vivre avec cette absence de réponse. Alors ce n'est pas l'attestation qui compte, mais le chemin parcouru. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, retrouver ses origines peut être une étape importante, mais ce n'est pas ce qui définit qui tu es. Tu peux te construire avec ou sans réponse. Tu peux être entier, même avec des morceaux manquants. Parfois tu trouves ce que tu cherches, parfois tu trouves autre chose. Et parfois, tu réalises que tu avais déjà tout en toi pour avancer. Alors, si toi aussi, tu es en quête de tes origines, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'attends vraiment de cette quête? Parce que ce qui compte, ce n'est pas tant la réponse. C'est ce que tu vas faire de ton histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.